La lèpre, un fléau d'hier et d'aujourd'hui. En Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ces victimes se comptent encore par centaines de milliers. Une quinzaine de pays comptent encore plus d'un malade de la lèpre pour 10 000 habitants, au premier rang desquels l'Inde, le Brésil et Madagascar. Dans ce journal également, nous irons à Yamoussoukro pour prendre part au séminaire Bilan et Perspectives des douanes ivoiriennes qui s'y déroule depuis hier vendredi. On le sait, la douane doit mobiliser plus de 1200 milliards de francs CFA pour le compte du budget 2014. Et puis, la page culture de notre journal sera consacrée à la troupe Wonsenio, un groupe spécialisé dans la promotion des danses du terroir. Wonsenio fait partie de la sélection officielle du Massa 2014. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, prenons la direction de la primature où une convention a été signée hier vendredi entre l'État de Côte d'Ivoire et Mancha Holding, un groupe luxembourgeois. C'est une convention de cession des entreprises publiques ivoiriennes au groupe. Parmi elles, la Société des mines d'Iti. Victorine Yaoyobwe fait le point. Un chèque de 5 milliards de francs CFA remis au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, par le PDG de Mancha Holding. Par ce geste, le groupe luxembourgeois devient l'actionnaire majoritaire de la Société des mines d'Iti, SMI. L'ensemble des intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens ont été très bien défendus dans le cadre de ces négociations. Nous avons abouti, je crois, à un partenariat gagnant-gagnant. Nous comprenons toute la responsabilité que vous nous transférez aujourd'hui et bien de trouver d'autres ressources, d'autres réserves pour permettre à la SMI de pouvoir prolonger sa durée de vie, je l'espère, pour encore 10 ans ou 20 ans. La cession de 55% des actions de la SMI au secteur privé obéit à un objectif de l'État. Recentrer l'action publique sur ses missions essentielles que sont l'éducation, la sécurité, la santé, les infrastructures et l'amélioration du cadre de vie des populations. Il s'agit d'avoir moins d'État, mais mieux d'État. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accorde une place importante à la privatisation comme élément de la stratégie gouvernementale de croissance économique. Cette politique vise un désengagement progressif de l'État du secteur productif au profit des investisseurs privés, nationaux et internationaux. L'État détient toujours 40% des actions à travers la SMI et la SODEMI. Les 5% restants ont été achetés par le footballeur ivoirien Didier Drogba. Par cet acte, notre vedette nationale a montré la voie à suivre aux autres investisseurs ivoiriens qui se doivent s'approprier les leviers de leur économie en s'impliquant davantage dans la gestion de celle-ci, notamment dans les secteurs porteurs des richesses et créateurs d'emplois comme le secteur minier, promis un bel avenir. 14 autres entreprises publiques sont concernées par ce programme de privatisation. Ainsi, en a décidé le comité de privatisation mis en place le 21 mai 2013 par le président de la République. Hier également, c'était la journée de la grande famille judiciaire. Tous les membres de cette famille se sont donné rendez-vous au palais de justice au Plateau. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques y était aussi. Au cours de cette rencontre, Coulibaly Nyenema a fait le bilan des activités judiciaires de l'année écoulée et dégagé les perspectives pour l'année 2014. C'était au micro de Hugues Veblé. Au ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le renforcement des capacités du système judiciaire et pénitentiaire, la promotion d'une justice indépendante et impartiale sont des préoccupations de tous les jours. Ces grands axes continueront de guider les actions de l'année 2014 comme ils ont guidé celles de l'année dernière. Le ministre Nyenema Coulibaly le souligne, rapprocher la justice des justiciables constitue une véritable préoccupation du gouvernement. Dans ce sens, la réhabilitation des juridictions et l'élargissement de la carte judiciaire par la construction de nouveaux sièges devrait permettre la réduction conséquente des obstacles liés à l'accessibilité géographique des tribunaux. Nous sommes conscients que l'amélioration de l'accès à la justice doit s'accompagner d'une véritable politique de sensibilisation aux droits des citoyens, notamment des groupes dits vulnérables ou spécifiques. La mise en place des cliniques juridiques dans 6 régions du pays et l'organisation des caravanes de droits de l'homme pourraient à la longue
permettre à la population de mieux connaître ses droits. Se prononçant sur les procès de la crise post-électorale, Ninema Koulibaly s'est voulu rassurant. Il annonce qu'une bonne lisibilité des procès qui auront lieu se dégagera à la fin du premier trimestre 2014. L'occasion privilégiée de retrouvailles de la grande famille judiciaire, le ministre l'a mise à profit pour marquer son engagement à rétablir le pacte de confiance entre le citoyen et la magistrature du ministère public. Et je vous l'annonçais en titre, les douaniers, eux aussi, ont fait le point de leurs activités de l'année dernière. L'administration douanière est en réunion à Yamoussoukro, l'occasion de fixer les objectifs de l'année 2014. Plus de 1200 milliards de francs CFA doivent être mobilisés par les douanes ivoiriennes pour le compte du budget 2014. Reportage Adama Koné, notre envoyé spécial dans la capitale politique. Démarche scientifique de la douane ivoirienne. Retirée à Yamoussoukro pour 2 jours, cette administration est à la recherche des repères pour mobiliser 1246 milliards de francs CFA pour le compte du budget 2014. À la cérémonie d'ouverture, le ministre en charge du budget, Abdourahmane Sissé, a appelé à la coordination des actions des administrations fiscales et douanières avant d'attirer l'attention des douaniers sur un contrôle renforcé. Il les a par ailleurs invités à l'adoption d'une attitude responsable. Des recommandations saisies au rebond par la grande famille de la douane ivoirienne. Et il nous faut absolument changer de comportement et comprendre que les errements que nous avons connus par le passé, ces errements-là, nous devons rompre définitivement avec ces pratiques qui n'honorent personne. Donc il s'agit de faire le travail pour lequel l'État de Côte d'Ivoire nous paye. À la direction générale, les dispositions pour atteindre les objectifs de cette année sont connues. Il s'agit maintenant de les mettre en musique. Mettre une stratégie qui permette d'assurer une prise en charge efficiente de toutes les marchandises qui débarquent au port d'Abidjan, de faire en sorte que ces marchandises soient soumises à l'application rigoureuse des textes, c'est-à-dire une liquidation correcte qui ne souffre d'aucune sous-facturation. Dans l'exercice auquel sont soumis les responsables des douanes, ils s'appuient sur les résultats obtenus en 2013. 1129 milliards de francs CFA de recettes captées, dépassant pour la première fois la barre des 1000 milliards. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières, désormais des partenaires. Un partenariat matérialisé par la signature d'une convention, un accord qui s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie de développement du marché régional. Les entreprises ivoiriennes, elles, seront informées des opportunités offertes par le marché boursier. Juliette Weyer. Les entreprises ivoiriennes bientôt introduites en bourse régionale. C'est ce qui ressort de la signature de convention entre la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Le processus enclenché depuis mars 2013 va permettre à la Côte d'Ivoire, en marche vers l'émergence en 2020, de conquérir les marchés sous-régionaux et internationaux. C'est de créer un cadre formel pour accompagner les entreprises ivoiriennes à la cotation. Les accompagner d'abord en termes de sensibilisation, parce qu'il est important pour nous de sensibiliser les entreprises ivoiriennes à ce que la BRVM peut leur apporter en matière de financement, en matière évidemment de levée de ressources pour financer leur croissance. Il faut dire que la BRVM, on en parle, mais nos entreprises ne sont pas souvent bien informées. Ils ne savent pas les possibilités qu'ils ont par rapport à une telle institution pour pouvoir promouvoir leur croissance, pour pouvoir développer leurs activités. Et par rapport aux actions et tout ce qui peut leur permettre effectivement d'avoir, j'allais dire, de l'argent. La Bourse régionale des valeurs mobilières va même plus loin. Pour l'exercice 2014, elle prévoit l'ouverture d'un département en charge des PME-PMI. L'institution boursière va également accueillir les entreprises à fort potentiel de croissance et celles à la recherche de capital de démarrage.
Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, invite les structures sous tutelle à redoubler d'efforts cette année. Selon Dosso Moussa, cela leur permettra de relever les défis, notamment celui de l'emploi en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une cérémonie au cours de laquelle le ministre a annoncé les perspectives de son département. Gabriel Zani y était pour RTI 1, son témoignage. La question de l'emploi en Côte d'Ivoire est multiforme, jeunes en difficulté, jeunes qualifiés sans emploi, activités informelles. Des actions durables pour résorber ces problèmes ont été menées en 2013 par le ministère de l'Emploi. En guise d'illustration, en janvier 2013, l'opération de la cartographie des initiatives d'emploi était lancée pour constituer une base de données afin d'optimiser les actions pour l'emploi. En 2014, d'autres initiatives se poursuivront selon le directeur de l'emploi. Sous votre autorité, 2013 a été une année particulière d'intenses activités et nous ne doutons pas que 2014 le soit davantage. Permettez-moi de citer quelques actions majeures inscrites à notre agenda au titre de l'année 2014. Le programme d'insertion socio-économique prise, financé par le Japon, qui sera lancé le 27 janvier 2014, visant l'insertion de cette mesure dans l'ouest du pays. De la réforme de la formation professionnelle en passant par la revalorisation du SMIC et de l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi instituant la couverture maladie universelle, le ministre d'État, Dosso Moussa, a invité ses collaborateurs à maintenir le cap car les défis restent encore nombreux. Vous l'avez démontré tout le long de l'année 2013. Et je vous exhorte à poursuivre cet effort dans les initiatives à prendre, tant au niveau des affaires sociales, tout ce qui touche le domaine de l'assurance maladie, au niveau de l'emploi et bien sûr au niveau de la formation professionnelle. Au ministère de l'Emploi, 2014 est l'année de l'opérationnalisation des réformes adoptées en 2013. Le ministre Dosso Moussa veut des solutions concrètes. Il a d'ailleurs placé 2014 sous le signe de l'action et des résultats. Plus aucun problème de logement ne devrait se poser aux fonctionnaires redéployés à Bouaké. 400 logements seront construits cette année. Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, en visite dans la région du Bouaké, en a profité pour donner le top départ des travaux de construction de ces logements. C'est un reportage signé RTI Bouaké. Le projet de construction de logements sociaux est dans sa phase d'exécution à Bouaké. 2 villas témoins sont déjà réalisées sur les 2 sites retenus pour abriter les premières opérations de ce projet gouvernemental. Ces villas témoins mettent en confiance les propriétaires terriens de la commune. Je suis très content. Le village se trouve en bas et la vie, il y a l'espace au milieu de nous. Et quand le logement sera construit, ça nous permettra d'ouvrir la route de mon village. Au total, 400 logements vont sortir de terre cette année, qui concernent 3 types de maisons. Il s'agit des villas basses de 2 à 3 pièces économiques. De même, des villas basses de 4 pièces individuelles, des villas basses de 4 pièces jumelées et des 4 pièces duplex. Pour les 6 mois en cours, 129 logements avec école seront réalisés sur le site de Bobo et 119 autres sur le site de Konakankro. Ouf de soulagement donc pour les autorités de Bouaké, vu le retour massif des fonctionnaires après la crise. C'est la concrétisation d'une politique sociale de haut niveau du président de la République. Le président s'est engagé à construire des logements sociaux pour une certaine catégorie de la population. C'était un pari qui était risqué puisqu'il voulait qu'il y ait des maisons de l'ordre de 7 millions pour les populations les plus démunies. Nous venons de démontrer aujourd'hui que cela est possible. Lorsqu'en 2007, nous sommes arrivés à Bouaké, le problème le plus crucial auquel on a été confronté, c'était comment loger nos collaborateurs, comment permettre à la population de disposer de logements. Et aujourd'hui, je pense que je suis satisfait en tant que préfet parce que nos vœux sont en train d'être exaucés grâce à ce programme de logements sociaux lancé par le président de la République. Le ministre en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme vient de lancer les travaux de Bouaké. Nous avions un problème, c'est celui du foncier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foncier est le bien essentiel en matière de programme de logement.
la matière première principale n'est pas le ciment, n'est pas le sable, c'est d'abord la terre, le foncier. Et c'est grâce au préfet que nous avons pu avoir donc ce foncier. Je voudrais saluer les préfets, saluer leur premier responsable, il y a le ministre d'État Ahmed Bakayoko, pour l'implication de ses collaborateurs. C'est grâce à eux que du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'État de Côte d'Ivoire a pu disposer du foncier. Rappelons qu'à Bouaké, 700 demandes avaient été enregistrées pour la présouscription dans le cadre de ce projet. Demain, c'est dimanche et c'est le 26 janvier et c'est la journée mondiale des lépreux. Une journée pour marquer plus de solidarité vis-à-vis des lépreux et elle sera célébrée en Côte d'Ivoire. L'accent sera mis sur la sensibilisation du public, invité à faire un diagnostic précoce pour prévenir les infirmités. Reportage Sidonie Davila, Gabriel Zani. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de malades de la lèpre dans le monde est estimé à plus de 200 000. En Côte d'Ivoire, 1012 nouveaux cas ont été dépistés et sont actuellement en traitement. Notre pays figure parmi les pays d'Afrique dont le dépistage annuel reste encore élevé. Cela est dû à la persistance de foyers ou zones de forte endémicité que sont les départements de Mans et Zouangnia. En effet, 66 nouveaux cas ont été notifiés à Mans et 40 à Zouangnia. Le traitement de la lèpre est efficace, gratuit et disponible dans tous les centres du pays. Le seul traitement pouvant guérir cette maladie est la polychimiothérapie PCT. Recourir à des traitements autres que la polychimiothérapie pourrait entraîner des complications, des invalidités telles les mains sans doigts et les pieds sans orteils. J'invite donc la population à s'impliquer dans la lutte contre la lèpre. Pour cela, toute personne qui présente une tache claire et insensible sur la peau doit immédiatement consulter le centre de santé le plus proche. Cette année, la cérémonie officielle de la 61e journée mondiale des lépreux aura lieu à Mans. Et le gouvernement, selon la ministre, veut mettre tout en œuvre pour éliminer la lèpre dans toute cette région, en particulier, et dans toute la Côte d'Ivoire en général. Il invite par conséquent toute la population à participer à cette journée de solidarité avec les personnes souffrant de la lèpre. Le nouvel ambassadeur des États-Unis accrédité en Côte d'Ivoire s'est rendu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Là-bas, c'est avec les étudiants qu'il a eu une rencontre. Pendant les échanges, il a invité ses hôtes à s'inspirer de la vie de Martin Luther King, l'activiste américain pour la paix et l'égalité. Ce modèle de non-violence, on en parle avec Fatou Fofana. Paix, non-violence et réconciliation, des notions voire des valeurs chères au docteur Martin Luther King, activiste américain pour la paix et l'égalité, reconnu à travers le monde. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont décidé de s'approprier ces valeurs afin de porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. En cette période de commémoration de l'anniversaire de Martin Luther King, période bien choisie pour une rencontre entre ces étudiants et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Les étudiantes et étudiants n'ont pas manqué de poser toutes les questions à leur hôte du jour afin de comprendre comment les États-Unis d'Amérique ont pu construire leur démocratie et s'en inspirer pour contribuer au développement de leur pays. Je retiens de cette intervention de Monsieur l'ambassadeur qu'il faut avoir un esprit très positif pour un avenir plus certain, plus meilleur, plus sûr pour nous les Ivoiriens. Nous, étudiants qui sortons fraîchement de cette crise de l'année 2010 et qui nous a fait rester à la maison pendant 2 ans, nous pensons que nous profitons de cette conférence-là pour pouvoir réadapter nos comportements afin de pouvoir faire de l'université un lieu propice aux études et faire aussi la sensibilisation sur la non-violence. Ce message de non-violence transmis aux étudiants vise à faire d'eux des agents du changement, de l'espoir, de la construction et de la consolidation des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire. Et restons sur place à l'université Félix Houphouët-Boigny pour parler des 30 nouveaux docteurs qui viennent de recevoir leur diplôme. C'était lors des soutenances groupées organisées par l'UFR des sciences économiques et de gestion. 30 nouveaux docteurs célébrés à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Tous issus de l'unité de formation
et de recherche des sciences économiques et de gestion. Ils ont été distingués à travers des soutenances groupées avec la participation du jury mixte des universités du Nord et du Sud. Sur les 30 nouveaux docteurs, 4, dont 3 dames et 1 homme, ont obtenu la mention très honorable. Je suis passé parmi les récipiendaires ces temps-ci comme docteur et je suis heureux, n'est-ce pas, d'être parmi donc ces élites du pays. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers tout l'encadrement de la faculté des sciences économiques. Le porte-parole des nouveaux docteurs remercie les autorités et leurs formateurs pour les enseignements délivrés en faveur de l'élite africaine. Les résultats viennent après et surtout les récompenses qui peuvent être financières, mais qui peuvent être de différentes natures. Mais d'encourager leurs enfants qui veulent faire leur doctorat. Et il était de notre devoir de dire à la communauté internationale que l'université est sur pied et que cela ne peut se faire à travers les UFR. On nous a dit que la Côte d'Ivoire doit être un pays émergent. Mais un pays émergent se fait avec des hommes et des femmes de qualité. L'obtention de ce grade traduit leur aptitude à dispenser le savoir. Marraine de cet événement, le ministre en charge de l'économie, Niali Kaba, demande aux 30 récipiendaires de cultiver l'humilité et le courage. C'était un reportage de Patrice Kwaku, commenté par Serge Coléa. Je vous invite maintenant à suivre l'exercice de sécurisation du port autonome de San Pedro. Il a été réalisé par les forces de sécurité qui y sont basées. Il s'agit d'un scénario de sauvetage d'un navire victime d'une attaque de 5 bandits. Abou Sanogo y a assisté, sans compte rendu. Ce sont des marins, des policiers, des sapeurs-pompiers militaires et des gendarmes qui ont exécuté à titre d'exercice ce scénario de sauvetage d'un navire commercial en mouillage au port autonome de San Pedro, victime d'une attaque de bandits dont l'intention est de prendre le contrôle du navire pour une destination inconnue afin de monnayer la cargaison. La réaction prompte des forces ivoiriennes, avec à leur tête le commandant de marine Brou Batlemi, a permis de maîtriser les 5 bandits, de même que l'incendie qu'ils ont déclenché à bord du bateau pour tenter de couvrir leur fuite. Les forces de sûreté et de sécurité sont également parvenues à circonscrire très vite une fuite d'hydrocarbures que les malfrats laissaient couler du navire pour polluer le plan d'eau. Au terme de l'exercice, le directeur général du port de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana, a exprimé sa satisfaction et son assurance d'avoir un port sécurisé aussi bien sur le quai que sur les plans d'eau. Il est Marcel Lamizana d'ajouter que ce type d'exercice permet de développer des réflexes au niveau de tous ceux qui participent à la sécurisation de la place portuaire de San Pedro pour qu'en cas de piraterie, les réactions soient automatiques. Rappelons qu'avant cet exercice, les forces ivoiriennes basées au port autonome de San Pedro et des agents de sécurité privés du port ont reçu une formation théorique sur l'impact de la piraterie et du terrorisme sur le trafic maritime et le système de management de la sûreté. Après San Pedro, retournons à Yamoussoukro. Le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, a visité les travaux de construction de l'hôpital Saint-Joseph Moscati. On reste avec Abou Sanogo. Les travaux de construction de l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, démarrés timidement en 2009 et interrompus plusieurs fois, ont repris de plus belle. Et les travaux vont s'achever à la fin de ce mois, pour être inauguré le 7 février en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La première phase avait évolué et en raison des difficultés de financement, donc les travaux étaient arrêtés. Il a été demandé donc au Bureau national d'études techniques et de développement de venir en appui au maître d'œuvre, à l'architecte, pour pouvoir achever les travaux. Donc depuis 4 mois et demi, 5 mois bientôt, nous sommes sur le terrain pour essayer de faire avancer les travaux pour un achèvement parfait. Les travaux, à la date d'aujourd'hui, connaissent un avancement notable, 95%. Il reste aujourd'hui des finitions, notamment l'équipement technique qui est en cours, et puis évidemment quelques travaux concernant l'engazonnement des espaces intérieurs et espaces extérieurs. Le superviseur des travaux, le Bureau national d'études et de développement, BNET, veille au grain pour que cette date soit effective.
Et pour s'assurer que les travaux vont bon train, le directeur et plusieurs de ses collaborateurs se rendent régulièrement sur les sites pour s'assurer que tout se passe dans de meilleures conditions. Les instructions ont été données par les hautes autorités que tout le financement a été débloqué. Les entreprises n'ont pas de soucis de paiement. Toutes les commandes extérieures ont été livrées. Et il n'y a donc pas de problème technique majeur. Il reste que des dernières questions de réglage, de finition pour rendre le bâtiment le 7 février. Il n'y a donc plus de problème de financement, pas de problème majeur. Et l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro sera livré le 7 février 2014. On ouvre la page internationale de ce journal avec la Centrafrique. 2 jours après son investiture, Catherine Samba-Panza a choisi, comme elle l'avait promis, un Premier ministre au profil de technocrate. André Nzampayeke, 62 ans, est un ancien de la Banque africaine de développement et l'actuel vice-président de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, l'opposition syrienne et la délégation du gouvernement de Damas se sont retrouvés face à face aujourd'hui à Genève. Un premier pas quasiment arraché par Lakhdar Brahimi, l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. C'est la première étape d'un processus qui pourrait durer jusqu'à vendredi prochain. La rencontre aura été brève. Pendant 30 minutes, les négociateurs du régime de Bachar el-Assad et de l'opposition se sont réunis samedi matin dans un salon du siège de l'ONU à Genève. La toute première tentative de négociation directe visant à régler le conflit syrien qui a tué plus de 130 000 personnes depuis mars 2011. Entrés par des portes différentes, les deux camps ne se sont pas adressé la parole, se contentant d'écouter le discours d'introduction du médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe. À leur arrivée, la prudence est de mise. Tout est une priorité dans les accords de Genève 1. Nous avons cependant nos propres réserves sur certains points qui seront examinés à la table des négociations. Nous sommes prudemment optimistes. Nous sommes ici pour défendre le peuple syrien, pour défendre le futur des enfants syriens et celui de la Syrie. La veille, la réunion avait été annulée à la dernière minute. Le médiateur de l'ONU avait finalement réussi à convaincre les deux parties à se retrouver à huis clos dans une même pièce. Les discussions que j'ai eues avec les deux parties ont été encourageantes et nous attendons avec impatience nos réunions de demain matin et de demain après-midi. L'ambition de ce processus est énorme. Il s'agit ni plus ni moins de sauver la Syrie. Mais pour l'heure, les deux parties divergent sur leur interprétation des accords de Genève 1. Pour Damas, la transition passe par un gouvernement d'union, alors que l'opposition parle d'un gouvernement de transition sans Bachar al-Assad. Une nouvelle réunion a eu lieu ce samedi 25 janvier entre Viktor Yanukovych et les leaders de l'opposition. Le président ukrainien a proposé à l'opposant Yatsenyuk de devenir Premier ministre et à Vitaly Klitschko de devenir vice-premier ministre. Il s'est aussi dit prêt à reviser la Constitution. Des tentatives de négociation alors que la contestation s'est encore étendue dans le pays. À Madagascar, Heri Rajaonarimampianana a prêté serment ce samedi matin lors d'une cérémonie dans le grand stade de la capitale. Le nouveau président de Madagascar, vu comme l'héritier d'André Rajoelina, a voulu gommer cette image dans son discours d'investiture, se posant un homme nouveau qui veut rompre avec le passé. On prépare à cette cérémonie de prestation de serment son adversaire, Robinson Jean-Louis. Après 4 ans de transition et de cérémonie, le pouvoir a changé de main à Madagascar. Première étape vendredi au palais présidentiel avec une passation de pouvoir symbolisée par une grosse clé dorée remise par l'homme fort de l'île, Andry Rajoelina, au président élu, Heri Rajaonarimampianana. Seconde étape samedi matin avec l'investiture officielle du nouvel élu dans la fournaise d'un stade municipal qui n'a pas été rempli. La cérémonie s'est déroulée sans incident et en présence de Jean-Louis Robinson, le candidat malheureux du second tour, qui a encore du mal à reconnaître sa défaite. Je ne reconnais pas ma défaite, mais par contre, j'accepte la victoire de M. Rajaonarimampianana. L'heure est donc à la décrispation et cela s'est traduit dans le discours du nouveau président. Je jure que j'utiliserai l'autorité qui m'a été conférée et que je consacrerai toutes mes forces à protéger et à renforcer l'union nationale et les droits de l'homme.
Reste maintenant à connaître l'identité du futur Premier ministre que choisira le président. On saura alors si le pouvoir a vraiment changé de main. La nouvelle est tombée ce samedi en fin d'après-midi. Elle était attendue. Le chef de l'État français François Hollande et la première dame sont officiellement séparés. Une clarification de leur relation était attendue depuis 15 jours suite aux révélations du magazine Closer d'une liaison entre François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet le 14 janvier. Le chef de l'État avait annoncé lors de sa conférence de presse qu'il en dirait plus sur l'état de sa vie conjugale avant son déplacement aux États-Unis, prévu le 11 février prochain. C'est désormais chose faite. Une page culture dans ce journal. Le dimanche dernier, la troupe Wonseino a effectué sa rentrée culturelle à Abobo. Un moment 100% culture, composé essentiellement de rythme et danse du terroir. La troupe Wonseino, on le sait, fait partie de la sélection officielle du Massa 2014, le marché des arts et du spectacle africain. La troupe traditionnelle Wonseyo, au cœur de la culture dans et Toura. Ce dimanche 19 janvier, l'instant d'une rentrée culturelle, les acteurs du groupe Wonseyo ont replongé les populations d'Anonkwa 3 à Abobo dans la chaleur traditionnelle et festive de la fête des Ignames dans la région de Biankouma. Le Wonseyo a présenté le masque guerrier ou masque gendarme qui a pour mission de purifier l'espace de danse et de le débarrasser de tous les esprits malfaisants. Le masque Mounougo entre ensuite en scène pour donner à cette illustration de la fête des Ignames en pays d'An et Toura tout son caractère festif, pour le grand bonheur des populations qui se fondent dans cette ambiance du village. La troupe Wonseyo, à travers ce spectacle, entend ainsi remercier tous ses admirateurs et tous les garants de la tradition qui ont œuvré au rayonnement de ce groupe créé en 2007 à Biankouma par Émile Goubeux, un ancien danseur de masque reconverti dans l'administration ivoirienne. Wonseyo fait partie de la sélection officielle du Massa 2014, le marché des arts du spectacle africain. Le groupe travaille d'arrache-pied pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Le groupe Wonseyo qui regorge des jeunes talents de la région de Bonnet, mais du département de Biankouma. Nous voulons montrer la culture d'An et Toura dans sa plénitude. Le Grand Masque, le Guégonkui, est le 3e tableau présenté par la troupe Wonseyo. Le Guégonkui, le masque protecteur, celui qui fait les bénédictions, celui qui est un des symboles de la culture d'An et Toura, n'a pas failli à sa réputation de danseur garant de la tradition. Wonseyo promet tout simplement pour le Massa 2014 rythme, authenticité et charme du terroir. Un mot de sport pour terminer. L'équipe du Nigeria a décroché sa qualification en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2014, au terme d'un match mémorable ce samedi au Cap. Les Nigérians ont battu le Maroc 4-3 après prolongation, alors qu'ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.